Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire pour vous présenter un outil tout nouveau créé par Équiterre en collaboration avec Aliments du Québec au menu, les fiches pratiques dont on va vous parler aujourd'hui du milieu de la santé. C'est caméra fermée, micro fermé et vous pouvez trouver les fiches en version PDF sur les sites d'Équiterre et les sites d'Aliments du Québec au menu. Vous pouvez aussi nous joindre là, en tout temps si vous avez des questions. Donc, à mon tour de vous présenter brièvement le projet. Donc, la recette clé pour un approvisionnement local et éco-responsable dans les institutions du Québec. C'est une série de 8 fiches, donc une fiche d'introduction, 6 fiches milieu pour chacun des milieux, petite enfance, scolaire, collégiale, universitaire, milieu de travail et de la santé, ainsi qu'une marche à suivre pour les entreprises de gestion contractuelles, donc qui offrent des services alimentaires. Le but de cet outil-là, c'est vraiment de fédérer et de rassembler l'information de ce qui se fait actuellement en cette matière-là sur le terrain, mais aussi pour vous inspirer, susciter l'engagement et vous accompagner au cours des étapes. Il y a plusieurs étapes dans chacune des fiches qui vous amènent justement à augmenter votre part d'approvisionnement local et éco-responsable. Donc, les fiches sont, pour chacun des milieux, sont basées sur un modèle qui est plus représenté dans chacun des milieux. Donc, pour la fiche du milieu de la santé, il s'agit du modèle autogéré. Si ce n'est pas votre cas, il y a d'autres fiches vers lesquelles on vous dirige pour justement répondre là, à un modèle qui serait plus en gestion contractuelle ou en gestion mixte. Donc, tout au courant de la fiche, on va vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Donc, je vais maintenant introduire Mathilde Laroche-Bougie, coordonnatrice du programme Aliments du Québec au menu, qui va nous présenter son organisation juste avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc oui, bonjour. Comme Dominique l'a présenté, je suis coordonnatrice au programme Aliments du Québec au menu, qui est relié avec Aliments du Québec. Aliments du Québec, la mission, c'est la promotion de l'industrie agroalimentaire en passant par nos marques de certification Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec et les déclinaisons biologiques. On a plus de 1350 entreprises qui sont adhérentes à Aliments du Québec, ce qui nous permet d'avoir un beau bassin d'entreprises et de produits à vouloir intégrer dans le milieu institutionnel. Justement, pardon, Aliments du Québec a créé Aliments du Québec au menu, un programme qui s'adressait au départ pour les restaurants, a été créé avec l'Association Restauration Québec. Puis ensuite, en 2016, avec l'approche d'Équiterre, on a créé le programme Aliments du Québec au menu pour les institutions. Les institutions, c'est entre autres les milieux de la santé dans lesquels on va vous parler aujourd'hui. Le but d'Aliments du Québec au menu, c'est aussi d'être un levier pour les différents partenaires pour qu'on puisse construire et élaborer des outils pour pouvoir supporter les institutions dans leur approvisionnement en achats alimentaires locaux. Je vais passer la parole à Dominique pour Équiterre. Donc oui, mais moi, je suis Dominique Lacroix, conseillère en approvisionnement institutionnel chez Équiterre. Donc, notre organisation propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui sont également sains et équitables. Plus précisément, depuis près de 20 ans, on œuvre à favoriser une alimentation saine, locale et éco-responsable dans les institutions du Québec par l'entremise de différents projets qui ont touché à la fois des producteurs, des éducateurs, enseignants, des gestionnaires de services alimentaires dans les différents milieux que je vous ai nommés tout à l'heure, donc soit les garderies, les écoles primaires, secondaires, établissements de santé, campus collégiaux et universitaires, ainsi que les entreprises. Alors, voici. Alors maintenant, on va justement entrer dans le cœur de la fiche avec Maude. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis stagiaire chez Équiterre et candidate à la maîtrise en environnement et développement durable. Je vais commencer par vous parler donc des icônes que vous pouvez retrouver dans la fiche. Vous allez aussi retrouver tout au long de cette présentation. Donc ces icônes, elles arrivent à l'écran maintenant. Les 4 premières que vous pouvez voir sur la première ligne font référence à des icônes qui vont vous rappeler qui vont faire référence à des documents que vous pourrez retrouver dans la page ressources à la fin de la fiche.
Donc à chaque fois, vous allez voir par exemple la première icône avec la main. Cela signifie que si vous voulez plus d'informations sur les programmes d'accompagnement, vous pouvez vous référer à la fin de la fiche, à la page ressources, et vous aurez ici une liste de programmes pouvant vous accompagner dans votre démarche. La seconde icône, ce sont des répertoires. Donc, à chaque fois que vous allez voir cette icône, vous pourrez aller à la fin de la fiche. Et là, à chaque fois, vous allez avoir une liste de fournisseurs ou des listes d'aliments qui pourront aussi beaucoup vous aider. La troisième icône, ce sont des outils pratiques. Donc, même système, à chaque fois, vous pourrez vous référer à la fin de la fiche, à la page ressources. Et enfin, la dernière icône, ce sont des documents de référence. Donc là, ce sont plutôt de la littérature ou des documents gouvernementaux qui vont aussi vous aider dans votre démarche. Pour les deux icônes qui sont situées sur la seconde ligne, à chaque fois qu'on va vous parler d'un exemple, d'un milieu inspirant, d'un milieu qui a déjà mis en place un système, qui a déjà un système alimentaire bio, local, éco-responsable, ces icônes vont vous informer si leur service alimentaire est en autogestion ou en gestion contractuelle. Donc la première icône en autogestion, la deuxième icône en gestion contractuelle. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous parlant du secteur qui vous concerne ici, le secteur de la santé, qui est vraiment un secteur très, très important, très grand, puisqu'en 2019, le réseau de la santé et des services sociaux comptait 142 établissements, donc c'est vraiment important. Dans ces 142, il y avait 51 établissements publics, 91 établissements privés. Et à l'intérieur de ces 142 établissements, on comptait 1609 points de service. En plus de ces 142 établissements, il y a 1791 résidences privées pour aînés au Québec. C'est important au niveau de tout ce qui est service alimentaire parce que très souvent, ces résidences privées-là vont avoir un service alimentaire. Et puis, ce secteur touche un nombre important de personnes, ça touche environ 1 million de personnes annuellement, juste en comptant les patients et les résidents. Si on commence à compter les employés, le personnel, ça peut faire vraiment beaucoup de monde. Si on prend par exemple le réseau public conventionné, on compte 275 000 employés et 20 000 professionnels. Donc c'est vraiment un secteur qui est très important. C'est un secteur qui est important, mais c'est aussi un secteur qui a des raisons supplémentaires par rapport peut-être à d'autres milieux institutionnels, comme on pense au milieu du travail, par exemple, d'avoir une action, une démarche pour avoir une alimentation saine, locale et éco-responsable. Déjà parce que c'est une façon de prodiguer des soins, de meilleure qualité de soins aux patients, en passant par une bonne alimentation, une alimentation plus saine et de qualité. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est aussi une façon, il y a beaucoup de monde qui passe dans ces établissements, donc c'est vraiment une façon d'éduquer, de sensibiliser un nombre important de personnes. Et puis l'image du réseau de la santé est vraiment une bonne image pour passer le message que l'alimentation peut vraiment avoir un impact très important à la fois sur la santé des personnes, mais aussi sur la planète. Donc ce sont différentes raisons qui pousse le réseau de la santé à agir dans cette démarche. Ensuite, comment il fonctionne, ce réseau de la santé, au niveau de son service alimentaire? Déjà, si on prend l'ensemble des milieux institutionnels, ce marché du service alimentaire dans le milieu de la santé correspond à 61% des ventes. C'est-à-dire c'est un secteur qui, à l'intérieur du milieu institutionnel, donc milieu institutionnel, on comprend à la fois la petite enfance, le milieu scolaire, le milieu du travail, le milieu collégial et universitaire. Ça représente donc une part très importante puisqu'on est à plus de la moitié. Et c'est un secteur qui est en majorité à 87%, qui a un service alimentaire autogéré, et dans 13% des cas, ce sont des services alimentaires qui sont en gestion contractuelle. Je vais maintenant laisser la place à Dominique qui va rentrer dans des détails un peu plus complexes. Oui, donc, en tant qu'institution publique, vous êtes soumis à la loi sur les contrats des organismes publics, donc ce qui amène certains éléments de complexification là, quand vient le temps de s'approvisionner de manière locale, surtout, un peu moins de manière éco-responsable. Donc, il n'est pas possible de discriminer la provenance selon les principes du libre-échange. Donc, lorsque les achats sont de plus de 105 700, donc dans le rond de droite, vous devez recourir à des appels d'offres publics et respecter ces principes. Et il n'est pas possible de discriminer la provenance, comme je le disais. Donc, à ce moment-là, c'est plus des spécifications liées au développement durable qui peuvent être incluses aux différents devis.
Et on peut à ce moment-là détailler au niveau des caractéristiques souhaitées pour les produits. Ça peut être des caractéristiques nutritionnelles, environnementales, etc. Dans la fiche, on vous donne des pistes vers justement ces critères qu'on peut intégrer par des formations ou des documentations qui peuvent vous aider à réfléchir à comment intégrer ces critères-là dans vos appels d'offres. Et on décrit aussi un peu comment on peut utiliser un principe de marge préférentielle. Pour ce qui est des achats en dessous de 105 700, vous avez un peu plus de latitude. Donc, à ce moment-là, les mécanismes contractuels sont selon votre politique d'approvisionnement interne au niveau de votre établissement. Et là, vous pouvez à ce moment-là rechercher un peu plus facilement là, des produits locaux. Les clauses qui s'appliquaient au-delà du 105 000 ne s'appliquent pas. Donc, mais par contre, au niveau des appels d'offres, comme je vous dis, au niveau de la politique interne, il peut y avoir certaines clauses. Donc, bien important de connaître comment fonctionnent ces processus-là au sein de vos organisations. Puis, comme je vous l'ai dit, la fiche mène justement vers des ressources qui vous permettent d'approfondir ces sujets-là. Pour ce qui est du regroupement d'achat, donc ça, c'est une autre spécificité de votre secteur. Donc, au niveau des institutions publiques, il est fortement encouragé par le gouvernement justement que vous fassiez des achats regroupés. Et on sait que dernièrement, vous êtes passé d'une structure où il y avait 3 regroupements régionaux à une entité, le Centre d'acquisition gouvernementale, ce qui va aussi augmenter les volumes d'achat, toujours dans un principe d'économie de l'échelle, mais ce qui fait augmenter aussi la valeur des contrats. Donc, on est le plus souvent dans des contrats qui sont soumis à la loi. Donc, il faut se pencher sur cet aspect-là quand on pense à augmenter la part d'approvisionnement local éco-responsable dans des institutions publiques. Et on pose ces questions-là dans la fiche et on a certaines pistes justement pour travailler à ce niveau-là. Alors maintenant, la recette de base. Donc, pour justement arriver à cheminer, à réaliser certaines étapes pour augmenter cette part d'approvisionnement local éco-responsable, il y a différents ingrédients qui peuvent être favorables. Puis on essaie de recenser ce qui est plus caractéristique à votre milieu. Donc, déjà d'avoir l'appui de la direction dans tous les milieux, c'est quelque chose d'important, mais je pense qu'au niveau de vos établissements de santé, c'est très, très important. D'avoir des ressources humaines mobilisées. On sait que la charge de travail est intense, donc d'avoir des gens qui sont impliqués, qui ont envie de participer à ces projets-là, ça va être très aidant. Il faut les mobiliser avant de les entraîner dans des changements comme ceux-là. Connaissance du cadre législatif, donc de bien apprivoiser les rouages dont on a parlé précédemment. Et aussi avoir idéalement un regroupement d'achat commun proactif, d'avoir des personnes en place au sein de ce centre d'acquisition gouvernementale qui ont ces préoccupations-là en tête et qui connaissent bien les rouages, qui vont pouvoir vous aider à cheminer là-dedans. Et j'en ai déjà rencontré, donc oui, c'est possible. Et au niveau du désir d'innover et de se démarquer, ça peut être un élément qui nous motive dans ce genre de démarche-là, d'amener notre établissement vers des cibles ambitieuses. C'est une façon de faire parler de notre établissement aussi, mais de le faire connaître puis de le valoriser dans ces démarches-là. Au niveau des défis, donc au sein de vos institutions de santé, le coût repas est un élément important, les indices de performance, donc c'est important d'avoir cette préoccupation-là et c'est un défi de pouvoir augmenter, justement, mettons, si on veut aller vers des aliments locaux, les prix peuvent être plus ou moins différents, mais si on veut intégrer des produits équitables, biologiques, bon, il y a toute cette préoccupation-là dans le défi. Au niveau de la centralisation des achats, on a déjà parlé des défis entourant cette section-là là, juste précédemment. Et puis pour les volumes, donc les volumes importants d'achat que vous avez peuvent faire en sorte que le marché institutionnel local ne réponde pas toujours à vos demandes en ce qui a trait au format ou à des produits qui sont spécifiques à vos besoins sans allergènes, etc. Donc, c'est un défi qui a été mentionné souvent chez vos pairs. Puis la législation, comme on l'a nommé, pour l'instant, elle est ce qu'elle est. Est-ce qu'elle peut changer? On va suivre ça avec intérêt. Alors, maintenant, pour ce qui est des étapes de préparation, on vous présente dans la fiche 8 étapes de préparation interchangeables. On les a organisées de manière logique et puis en consultant vos pairs sur le terrain, c'était des étapes qui semblaient bien s'enchaîner et qui étaient une préalable à l'autre. Par contre, dans votre cas, si vous souhaitez commencer à quelque part d'autre dans le lot, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait aussi et il faut adapter la démarche à votre réalité. Donc, les 8 étapes, je vais les nommer brièvement, puis ensuite, je vais entrer dans chacune. La première serait de mettre en place sa démarche, ensuite de bien s'entourer, cibler les actions à entreprendre, sensibiliser les responsables de l'approvisionnement,
sensibiliser les fournisseurs, rechercher de nouveaux fournisseurs, faire la promotion de la démarche et évaluer et documenter cette démarche. Donc, mettre en place, ce serait des éléments de base, genre justement d'avoir un plan, un objectif simple, concret, d'aller chercher l'appui dont on parlait tout à l'heure, de créer un climat propice à la collaboration et justement d'aller chercher toutes les bases qui nous permettent de bien implanter ces démarches-là. Donc, un petit mot sur la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Alors, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Aliment du Québec a lancé cette stratégie en septembre, ainsi que plusieurs mesures pour favoriser l'approvisionnement institutionnel québécois. Un levier, le programme de développement des marchés bioalimentaires, qui est un programme de financement. Il y a un premier dépôt qui termine demain, mais il y aura d'autres appels de projets au courant des prochaines années. Donc, ce serait une façon intéressante pour vous d'aller chercher des sous pour appuyer vos démarches. Il y a vraiment des belles opportunités de financer des ressources, même à l'interne, pour des projets comme ceux-là. Donc, je vous encourage à vous informer puis à voir ce qui s'offre à vous puis qui pourrait vous aider justement à bien installer, bien partir une démarche avec un peu de financement à l'appui. Ensuite, toujours pour appuyer vos démarches, il existe des organisations qui peuvent vous soutenir, vous accompagner ou reconnaître vos démarches. Et en allant vers ces organisations-là, dont Aliments du Québec au menu qui présente avec nous aujourd'hui, et d'autres, ça peut vous aider à structurer votre démarche et vous donner de la visibilité qui peut être motivante et puis intéressante pour faire reconnaître puis faire observer le changement dans vos institutions, ainsi que maximiser le réseautage. Troisième étape, c'est vraiment l'analyse des processus d'achat des menus pour prendre conscience d'où on part. Donc, avec un processus une étape de quantification où on va chiffrer notre point de départ. Et ça va être le moment ensuite de fixer des cibles en fonction de ce qu'on a obtenu comme résultat. Donc, ça peut être par catégorie d'aliments. En calculant le pourcentage global par catégorie, on va être capable de mieux cibler les efforts. Et puis aussi, au niveau du menu, en analysant le menu, on peut arriver à voir quels petits changements petits et grands changements pourraient amener à davantage d'approvisionnement local et éco-responsable. Sensibiliser les responsables de l'approvisionnement. Donc, ça peut être à la fois au sein du groupe d'approvisionnement. Donc, ça, c'est macro. Donc, on peut aller jusque-là. Mais même à l'intérieur de nos propres organisations, il y a des gens qui s'occupent des achats, des menus. Donc, de sensibiliser les gens à ce niveau-là pour justement favoriser le changement puis intégrer les valeurs au niveau de l'équipe. Donc, c'est la première étape. Ensuite, on peut sensibiliser nos fournisseurs. Donc, il y a des fournisseurs à contrat, il y a des fournisseurs qu'on va chercher par nous-mêmes. Donc, de s'assurer que ces fournisseurs-là puissent nous donner la provenance des aliments, leur demander de l'inscrire dans les catalogues peut être une façon. Plus les gens vont le faire, plus cette information-là va être disponible. Et de mentionner aussi à vos fournisseurs que vous participez à un programme. Ça peut être motivant. Le programme Aliments du Québec au menu, par exemple, est de plus en plus connu par les entreprises. Donc, c'est parlant de dire, mais moi, je participe, j'ai besoin d'avoir cette information-là. Plus les gens, comme je vous dis, vont le faire, plus ça va être une action de routine, même chez les fournisseurs. Donc, si votre fournisseur actuel ne peut pas répondre à la demande, il y a des listes de fournisseurs, il y a moyen de s'informer de ce qui se fait autour. Il y a des tables de concertation bioalimentaire qui connaissent vraiment bien l'industrie, qui peuvent nous référer ou en tout cas nous outiller. Dans la fiche, vous allez voir dans la section ressources, on fait une liste de différents réseaux, listes, outils qui vous permettent là, justement de trouver des fournisseurs locaux. Puis, il y a des événements de réseautage qui peuvent être organisés régionalement justement pour favoriser ce type de rencontre-là avec les fournisseurs. Le conseil à Montréal, on a une table de concertation bioalimentaire qui fait ce type d'activité-là depuis plusieurs années et sûrement que ça se fait dans d'autres régions aussi. Faire connaître votre démarche, c'est à la fois à vos clients, aux patients, aux employés. Donc, pour rendre visibles les aliments et justement avoir une rétroaction, ce qui peut être vraiment encourageant d'aller sonder aussi, de voir comment les patients, les clients réagissent à ce changement-là. Et en sensibilisant les employés, on va en faire des ambassadeurs de la démarche, puis ça va être encore plus facile justement de la faire connaître. Puis on peut organiser des événements thématiques, d'aller faire des récoltes à l'automne ou autres, suivre les événements qui se passent dans la société qui sont en lien avec l'alimentation locale pour mettre en valeur les démarches. Donc, maintenant, au niveau
de l'évaluation de la démarche. Je pense que dans votre milieu, c'est très important de pouvoir justement faire des rapports, avoir une trace de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc, en documentant la démarche, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, ça peut être refaire la quantification pour voir la progression, évaluer les impacts financiers, sonder la clientèle, les employés, puis partager ces résultats-là au sein de la communauté de votre établissement. C'était les étapes. Maintenant, je vais laisser Maude vous parler de quelques autres sections de la fiche. Oui, donc je vais continuer avec la section qui se retrouve toujours après celle de la recette de base, qui est celle de bon à savoir. Cette section, elle va vous donner des informations supplémentaires pour susciter la réflexion et surtout pour bien appliquer les différentes étapes qui viennent d'être expliquées par Dominique. Ici, le bon à savoir, c'est vraiment que l'investissement est payant, que vous allez peut-être être découragé par le temps que ça va vous demander, la charge de travail supplémentaire que ça va vous demander, et vous pouvez des fois vous dire que le jeu en veut pas la chandelle, que c'est pas vraiment, ça demande trop d'investissement pour vous par rapport aux gains, mais en réalité c'est faux, les répercussions peuvent vraiment être positives et en valent largement la peine. Donc, quels sont les avantages? Déjà, pour vous, en tant que réseau de la santé, l'avantage le plus important, qui paraît le plus évident, c'est vraiment que vous allez pouvoir offrir le meilleur à votre clientèle. Comme ça a été expliqué déjà juste avant, dans la partie sur le secteur, un des avantages pour le secteur de la santé, c'est vraiment que, et c'est pourquoi on a fait cette fiche et pourquoi c'est important pour vous d'aller vers une alimentation locale, c'est que vous pouvez vraiment avoir un impact sur la santé de vos patients et sur même leur guérison. Donc c'est vraiment important. Ensuite, il y a aussi l'image positive que vous pouvez avoir grâce à cette démarche-là, l'occasion pour vous de se démarquer, et c'est aussi une source de visibilité. Ensuite, la fiche a une seconde partie qui est trucs et astuces. La partie trucs et astuces va vous donner des petites choses pour, notamment pour commencer, faire des économies sur le long terme tout en ayant un impact positif sur l'environnement. L'impact va aussi être positif parce que vous allez pouvoir réinvestir ces économies dans une alimentation plus locale et éco-responsable. Ici, je vais vous citer 3 trucs et astuces. Vous en trouverez d'autres dans la fiche. Le premier truc, c'est de bonifier l'offre de repas végétariens. Comme vous le savez très certainement, le secteur de la viande pollue énormément, émet autant de gaz à effet de serre que le secteur des transports. Évidemment, donc bonifier l'offre de repas végétariens aura un impact positif sur l'environnement. Ça aura aussi un impact positif sur votre pouvoir d'achat, puisque la viande est un aliment qui coûte relativement cher. Et ça va vous permettre aussi pour votre clientèle d'offrir une alimentation plus variée, par exemple en proposant des repas mi-viande, mi-légumineuses, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place, qui est souvent aussi apprécié par la clientèle. Ensuite, le deuxième point, c'est l'idée de diminuer le gaspillage alimentaire. Comment ça peut se faire? Il y a différentes façons de le faire. On peut déjà aller vers une meilleure conservation des aliments. Vous trouverez d'ailleurs dans la fiche, dans la section ressources, un guide de l'AKP sur la conservation des aliments locaux et biologiques qui pourra vous aider. Le deuxième point, c'est un choix qui a été fait par le CHU Sainte-Justine, qui est d'aller vers vraiment adapter les portions par rapport aux besoins. Donc, ce qu'a fait le CHU Sainte-Justine, c'est vraiment d'aller vers plutôt un service à la carte, c'est-à-dire que les patients peuvent commander depuis leur chambre. C'est un service aux chambres où le patient qui est malade peut choisir ce qu'il a vraiment envie de manger et surtout les quantités qu'il a envie de manger. Ce qui a eu un impact vraiment considérable, sur la diminution de leur gaspillage alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place et qui peut vraiment avoir des répercussions extrêmement positives. Ensuite, la troisième façon de diminuer le gaspillage alimentaire, c'est de réutiliser les restes, les repas qui n'ont pas été terminés, en proposant le lendemain, par exemple, un repas moins cher, ou alors en proposant de recuisiner un repas de la veille, par exemple.
Enfin, le dernier truc, c'est d'aller vers une réduction des produits transformés. Là, ça peut être un peu étrange de dire ça, que ça va vous permettre de faire des économies, d'aller vers la diminution d'achat de produits transformés. En réalité, ce n'est pas forcément le cas, même si vous allez devoir probablement embaucher plus de personnel pour faire plus de produits maison, par exemple. En réalité, ça va quand même vous permettre de faire des économies. C'est en tout cas ce qu'a prouvé le CHUM, qui est allé vers une refabrication maison de certains produits, comme par exemple le bouillon ou d'autres. Et ça leur a permis à la fois d'offrir des produits de meilleure qualité à leur clientèle et aussi de faire des économies. Ensuite, le deuxième truc et astuce qui est présent dans la fiche, c'est l'idée d'aller vers plus de saisonnalité. Ça va vous permettre de bénéficier à la fois d'aliments locaux saisonniers à l'année et aussi de bénéficier de rabais au volume. La fiche va ainsi vous présenter certaines pratiques que vous pouvez mettre en place pour bénéficier de ces avantages-là, comme par exemple augmenter l'espace de congélation, l'espace d'entreposage de type chambre froide. Ce sont donc des recommandations qui vous sont faites. Maintenant, je vais laisser la parole à Dominique qui va vous parler d'un milieu inspirant, c'est-à-dire d'un milieu de la santé qui est allé vers cette démarche-là. Donc, chacune des fiches comprend une section milieu inspirant dans laquelle on dresse les portraits de 2 à 4 institutions qui ont fait ce choix-là. Dans la fiche pour le milieu de la santé, vous allez avoir les portraits du CHU Sainte-Justine et du CHUM, ainsi que d'un portrait d'un CHSLD là, dans les Laurentides. Mais moi, j'ai choisi de vous présenter le 4e, qui est la démarche du CHU de Québec. Qui va nous amener vers un outil dont on va vous parler dans la section ressources. Donc, de leur côté, quand ça a commencé, ils ont d'abord dressé le portrait de leur consommation en produits locaux. Donc, leur intérêt était de connaître justement leur point de départ, le portrait actuel des denrées alimentaires québécoises qui étaient achetées par l'institution, pour ensuite se doter de cibles. Donc, ils ont été agréablement surpris de voir que 67,2 % de leurs achats venaient d'entreprises québécoises et pour la plupart, c'était des entreprises qui étaient toutefois mandatées par le groupe d'approvisionnement. Ça provenait de 150 entreprises différentes. Donc, tout ce constat-là, je pense qu'ils étaient quand même agréablement surpris. Ils ont décidé d'orienter leur démarche vers quelque chose de plus concerté puis qui allait englober l'approvisionnement alimentaire responsable. Donc, ils ont travaillé en partenariat avec le groupe d'approvisionnement commun de l'Est du Québec et plusieurs acteurs du réseau de la santé. Et ils ont travaillé vraiment sur le point spécifique de développer des critères de développement durable à inclure dans les appels d'offres tout en respectant le cadre légal. Donc, les enjeux dont on parlait tout à l'heure, eux ont vraiment travaillé sur cet enjeu-là et ont développé les outils pour faciliter un approvisionnement soucieux du développement durable dans votre réseau de la santé. Donc, ce grand travail a permis de produire un rapport et une trousse d'outils qui comprend des fiches techniques, des fiches d'information très pratiques, ainsi qu'une formation qui va être montée et qui va bientôt être disponible pour les institutions du réseau de la santé. Donc, je pense que c'est à surveiller et je pense que déjà, il y a un contact dans la fiche qui nous permet de décrire et d'obtenir les ressources préalables qui sont le rapport puis la trousse qui sont disponibles dès maintenant pour vous. Comme je vous dis, l'offre de formation est à venir, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'était pour le portrait inspirant. Donc, habituellement, eux, c'était vraiment axé sur la démarche, mais dans les portraits inspirants, on a un portrait un peu de l'institution, la démarche, les différentes étapes, les ingrédients qui sont marquants, puis des conseils un peu des personnes en place là, pour vous inspirer, vous outiller. Donc, avant de passer à la section ressources, on a une capsule à vous présenter justement d'une des ressources qu'on présente dans la fiche, qui est le guide de menu durable, qui est aussi un outil qui peut permettre de faire des choix et d'orienter les changements. Alors, si vous me permettez, je vais seulement changer la présentation pour vous amener vers cette présentation. Ce ne sera pas très long. Voilà. Donc, notre invité est virtuel et je vais vous accompagner dans le changement des fiches. On a quelques informations à vous présenter et ensuite, on va passer à la section ressources. Alors, je laisse Annie Marquez, qui est coordonnatrice des services alimentaires du CIS du Centre-Sud de l'île de Montréal, vous parler du guide des menus durables. Alors, je reviens à la page 1. Et voici.
Bonjour, mon nom c'est Annie Marquet, je suis chef de service alimentaire dans le Suisse Centre-Sud et nutritionniste. J'ai participé au programme Nourrir la santé et on a eu du financement pour faire un projet qui s'appelle le guide de menu durable que vous allez découvrir dans cette capsule. On a eu aussi du financement de mon CIUS, du MAPAC et du ministère de la Santé et des Services sociaux pour réaliser ces guides-là. Et étant donné que c'est un guide de 177 pages qu'on peut peut-être pas lire au complet, on peut aller vraiment chercher les infos par chapitre. Mais sur le site Internet qui va être disponible, menudurable.ca, ça va être très facile d'aller chercher seulement l'information qu'on a besoin. Mais le guide complet aide les gestionnaires à construire leur offre alimentaire pour être de plus en plus durable et ça à tous les niveaux. Donc, je vous laisse le découvrir. Les images que vous allez voir ici dans la petite capsule proviennent du site Internet. Donc, on présente les chapitres qui sont disponibles dans le guide. Donc, un chapitre par type d'aliment qu'on va retrouver au menu, puis une introduction dans laquelle on va avoir plusieurs différents conseils pour autant n'importe quelle activité, le choix des équipements ou comment utiliser le guide. Mais après ça, pour chaque aliment à choisir, c'est un chapitre par catégorie de produits au menu. Donc ça, c'est un exemple de... Pardon. Donc ça, c'est un exemple de ce que vous pouvez trouver dans le guide papier ou PDF. Dans le fond, c'est des tableaux qu'on peut imprimer pour faire son analyse de menu en fonction des types de protéines. Puis aussi, tout le détail par sorte de protéines avec des conseils même pour les cuire, les mélanger ou remplacer, par exemple, la viande par des légumineuses ou des noix. Donc, on donne beaucoup de conseils pour mettre ça en application facilement. On ne regardera pas tous les chapitres ici aujourd'hui, mais ça, c'est le chapitre des féculents, donc celui qui suit les protéines, avec le même type de classement qu'il va y avoir pour chaque chapitre et les détails aussi qui vont se retrouver avec les mêmes outils, des outils d'analyse aussi par type de produits que vous avez au menu pour essayer de faire un plan d'action pour rendre de plus en plus durable un changement, un choix à la fois. Donc, les autres chapitres, légumes, soupe, dessert, condiments, assaisonnement, édulcorants, gras, boissons, collations, même les suppléments pour ceux qui sont dans le réseau de la santé. Donc, comment avoir des suppléments plus durables. Tous les trucs vont se retrouver ici. Donc, le guide va pouvoir être téléchargé sur le site Internet. Donc, c'est ce qu'on encourage le plus à faire, d'aller lire le détail, parce que le site Internet, ça va être juste un beau design, les informations les plus importantes. Puis, on va avoir aussi une liste d'envois pour si on fait des mises à jour. Par exemple, la technologie évolue et là, on est rendu à avoir de la viande de laboratoire sur le marché. On va devoir l'ajouter. Mais d'ici là, utilisez le guide pour faire tous vos choix, pour avoir des produits durables. Merci. Alors, donc, le guide va pouvoir être téléchargé. Pardon. C'était la présentation capsule qui nous avait été partagée par Annie Marquez. Une chose que vous pouvez faire, c'est justement consulter. Maintenant, le site est en ligne, donc c'est menudurable au singulier.ca. Ça va vous permettre de mieux le découvrir et c'est vraiment un outil très intéressant. Donc là, je reviens à ma présentation de base et je vais aller dans les ressources. Alors, donc, j'invite Mathilde à nous présenter les programmes d'accompagnement qui font partie de cette section ressources à la fin de chacune des fiches. Il y a plusieurs programmes d'accompagnement qui peuvent vous aider, comme Dominique le disait précédemment, à vous structurer ou à employer comme une démarche spécifique à certains milieux pour un peu vous guider là, dans tout ce processus-là qui, des fois, peut être assez difficile. Il y a Équiterre qui a beaucoup de services, beaucoup de soutien qui peuvent vous aider en la matière. Le programme Aliments du Québec au menu qui est vraiment très structurant au niveau là, de la cueillette de données et des informations qu'on peut en retirer. Nourrir la santé, comme on vient de le voir, là, ça peut permettre des projets comme celui du guide de menu durable. Il y a aussi d'autres certifications qui peuvent vous aider sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour faire vos analyses ou faire vos choix.
Il y a aussi les tables de concertation bioalimentaire du Québec de vos régions, celles qui en ont, qui peuvent aussi vous supporter en vous référant à d'autres certifications, d'autres accréditations, et aussi en pouvant vous permettre de faire des liens plus proches des entreprises qui se trouvent où se trouve votre établissement. Moi, je vais vous parler de la section sur les répertoires, les listes et les réseaux pour connaître et trouver les aliments locaux. Donc, pareil, c'est toujours sur la même page ressources à la fin de la fiche. Donc, cette partie-là, elle va vraiment vous donner des listes de fournisseurs, de fournisseurs locaux et éco-responsables, des listes aussi d'aliments. Vous allez avoir les listes de production animale et végétale du Québec, du MAPAC. Vous allez avoir aussi le répertoire d'aliments du Québec, le site aussi du MAPAC avec Pêcher ici, manger ici, répertoire des poissons et fruits de mer du Québec. Vous avez la référence à Fraîcheur Québec, par exemple, aussi, qui va vous donner des listes de fruits et légumes, de producteurs, un calendrier aussi. Pour ce qui est du calendrier, vous allez aussi avoir le lien vers le calendrier des disponibilités des fruits et légumes du Québec et l'Équiterre. Donc tout ça, ce sont vraiment des ressources pour savoir un petit peu quoi proposer, où trouver ce que vous voulez comme aliment. Et aussi, ça va vous donner aussi des réseaux, comme le réseau des fermiers de famille, pour approcher des producteurs, pour approcher des personnes qui pourront vous fournir les aliments que vous souhaitez. Oui, dans la section ressources, il y a aussi des documents de référence. Donc, dans ce cadre-là, tous les documents dont on parlait qui peuvent vous aider à aller chercher plus d'informations concernant la législation, donc, et même comment intégrer justement les critères de développement durable dans vos appels d'offres. Donc, à la fois, ces documents-là sont soit en lien ou vous mènent vers un contact qui peut vous fournir ces liens-là. Et sinon, les outils pratiques, c'est vraiment une section où on a voulu vous offrir justement comme le guide des médias durables dont on vous a fait part juste précédemment. Mais il y aura d'autres outils à venir et certains qui sont déjà là. Donc, la trousse d'outils du réseau de la santé et du CHU de Québec, Université Laval. Donc, encore là, c'est un lien par lequel vous pouvez passer pour le dénicher. Le guide de l'AQAP pour une meilleure conservation dont Maud vous a parlé un peu plus tôt. Sinon, il y aura des recettes locales standardisées à venir de l'THQ sur le site d'Aliments du Québec qui pourront vous donner justement de l'inspiration sur quel type des idées de recettes que vous pourriez peut-être intégrer à votre menu et augmenter là, justement la proportion d'aliments locaux et éco-responsables. Et le tableau de certification d'Aliments du Québec, donc ça peut être un bon exemple de par quoi on doit passer là, quand on veut faire un portrait diagnostic de nos achats dans leur globalité. Donc, voici. D'ailleurs, juste pour vous dire, il y a un webinaire qu'on a fait spécifiquement sur la quantification qui est en ligne actuellement. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur cette étape-là, en long et en large, je vous invite à le regarder. Sur le site d'Aliments du Québec, au menu, vous avez les liens vers ces webinaires, dont celui-ci qui sera différé aussi. Alors, donc, on arrive à la fin. Donc, on va passer aux remerciements. Alors, d'abord, pour la réalisation des fiches, moi, je souhaite vraiment remercier Aliments du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui ont permis de financer ce travail immense. On a rencontré une trentaine d'intervenants de chacun, dans l'entièreté des milieux, mais 3 à 4 par milieu, plus des partenaires, plus en tout cas, on a rencontré vraiment beaucoup de gens pour documenter, faire en sorte que les conseils qu'on vous donne dans ces fiches-là sont appuyés sur de l'expérience pratique et ont été expérimentés sur le terrain. Ouais. Et nous, évidemment, Aliments du Québec tient à remercier le travail forcené que Équiterre a fait pour la production des fiches pratiques. C'est sûr que le MAPAC est aussi derrière nous quand on fait tous ces outils-là, mais le travail, comme Dominique l'a dit, a été fait pour que ça soit le plus réaliste, le plus collé à la réalité des milieux. Donc, on pense que cet outil-là va être vraiment un outil qui va vous être utile et vous pouvez, comme je l'ai dit précédemment, le télécharger en version PDF sur le site d'Aliments du Québec au menu ou bien sur le site d'Équiterre. Gênez-vous pas. Merci. Merci.